Voilà, bonsoir à tous, bienvenue à cet avant-dernier cours de la série. Donc, c'est une soirée qui risque de devenir historique pour l'histoire de la République, mais pas à cause de ce cours. Voilà, on a regardé, on a discuté assez en détail dans le cours numéro 5 la dynamique des planètes du système solaire externe. Dans le cours numéro 6, on a discuté de quand ces événements, cette instabilité qui a caractérisé la dynamique des planètes géantes a eu lieu. On a conclu que c'est dans les premiers 100 millions d'années de la vie du système solaire, sans être trop capable de conclure exactement quand, entre 0 et 100 millions d'années. Donc aujourd'hui, on doit revenir là où on était parti, donc la population transneptunienne, la ceinture de Kuiper, pour voir si cette dynamique des planètes sur laquelle on a convergé permet de décrire et de rendre compte de toutes les propriétés observées de cette population transneptunienne qui est très riche, comme j'avais détaillé dans les deux premiers cours. Alors, déjà dans le cours numéro 4, je vais montrer que les premières idées liées à la migration de Neptune permettaient d'expliquer certaines propriétés de la population transneptunienne, mais pas toutes. Et c'est pour ça qu'on s'était aventuré dans ce modèle d'instabilité, donc dans le modèle de Nice. Donc, on va revenir pour voir si le modèle de Nice permet de tout expliquer ou pas, avec certaines approximations. Donc, aujourd'hui, je parlerai justement de la population transneptunienne, avec l'aide de Sarah Joré, qui fera le séminaire lors de la deuxième heure. Et la prochaine fois, on discutera de l'origine des Troyens, de Jupiter et de Neptune, et de l'origine des satellites irréguliers des planètes géantes que j'avais discuté au début de la série des cours. Donc, pour résumer, et pour ceux qui auraient manqué les premiers épisodes, les épisodes précédents, on pense que les planètes géantes ont évolué depuis leur formation, depuis la disparition du disque de gaz qui entourait le Soleil. On pense qu'il y avait au départ 5 planètes, Jupiter et Saturne, et 3 planètes, grosso modo, de la masse d'Uranus et de Neptune, entourées par un disque des petits corps, l'ancêtre de la population transneptunienne d'aujourd'hui, qui était au-delà de Neptune, jusqu'à une distance de l'ordre de 30 unités astronomiques. Donc l'interaction entre les planètes et les petits corps ont amené les planètes. Initialement, les planètes étaient en résonance les unes par rapport aux autres, mais l'interaction avec les petits corps a amené les planètes à se séparer les unes par rapport aux autres, particulièrement Neptune a migré vers l'extérieur, et en se déplaçant, le système est devenu instable, ici dans cette simulation au bout de presque 10 millions d'années, ce qui a conduit à l'éjection d'une planète. Les 4 autres planètes donc, ont changé brutalement leur orbite, sont devenues temporairement excentriques. Ces 3 courbes montre pour chaque planète les demi-grands axes, la courbe centrale, la distance périhélique et la distance aphélique. Donc, quand les 3 courbes se chevauchent, l'orbite est un cercle. Les 3 distances sont les mêmes, mais quand les 3 courbes se séparent, ça veut dire que l'orbite est excentrique et il y a une excursion entre la distance périhélique et la distance aphélique sur chaque orbite. Et en dispersant les disques des planétésimaux, les orbites ont été amorties et les planètes sont finalement atterries sur des orbites très proches de celles que nous observons aujourd'hui. À droite, je vous montre l'animation de ce diagramme. Je l'ai déjà montré il y a 2 séances, mais on la remonte à nouveau. Donc ici, on a le Soleil, les 5 planètes, les disques des planétésimaux entre la position de Neptune et 30 unités astronomiques. Donc l'interaction entre Neptune et les disques, comme vous voyez, grignote les disques. Il y a des planétésimaux qui sont extraits du disque, envoyés dans la région des planètes géantes, et c'est pour ça que les planètes migrent. Donc, évidemment, on ne s'intéresse pas au mouvement des planètes autour du Soleil, mais au mouvement des orbites. Donc, on va accélérer un peu importe où sont les planètes, ce qu'importe sont leurs orbites. Vous voyez que l'orbite de Neptune s'étale, les disques des petits corps est dispersé, et à un moment donné, voilà, le système devient instable. Une planète acquiert une orbite très excentrique, c'est cette planète bleu clair, elle est expulsée du système. Les autres orbites deviennent excentriques, mais si on laisse passer du temps, et il faut un peu de temps, il faut plusieurs dizaines de millions d'années, donc on va accélérer à nouveau cette animation, l'interaction entre les orbites et les planétésimaux qui restent permet de recirculariser les orbites et les parquer sur les orbites actuelles. Les courbes pointillées marquent les orbites actuelles des vraies planètes, et les courbes rouges sont les orbites finales dans ces modèles. Donc on veut maintenant, en utilisant ces modèles, étudier s'il permet de comprendre et reconstituer toutes les différentes sous-structures de la population transneptunienne.
Donc déjà, je vous avais montré dans le cours numéro 4 que la migration de Neptune, radiale de Neptune, était la clé pour former les disques dispersés. Donc, si c'est un extrait d'une simulation, donc vous avez Neptune ici qui migre vers l'extérieur, balaye un disque des particules et comme vous voyez, les disperse en demi-grand axe et excentricité et forme donc toute cette structure qui chevauche à peu près la courbe qui caractérise la distance périhélique égale à la distance de la planète et que, effectivement, un disque dispersé, donc un disque des particules d'objets dont les orbites ont des interactions proches avec l'orbite de Neptune et par conséquent souffrent de ces rencontres proches et leur demi-grand axe et leur excentricité changent sans cesse tout en préservant les paramètres des tisserands que j'avais définis lors des premiers 2 cours. Donc la question est, quelle est la distribution finale de particules qui sont dispersées par Neptune lors de sa migration et instabilité pour atterrir à son orbite finale. Et voici donc un diagramme qui montre la distribution finale des objets à l'heure d'aujourd'hui, donc 4,5 milliards d'années après cette instabilité planétaire. Donc les diagrammes du haut montrent des migrants d'axe excentricité de tous les corps qui survivent à la simulation pendant l'instabilité et toute l'âge du système solaire qui suit. Et la même chose ici, en demi-grand axe et inclinaison orbitale. Donc chaque point est un objet dans la simulation qui reste. Donc on distingue, donc on va se concentrer d'abord sur ce diagramme du haut, demi-grand axe excentricité. La courbe noire est la distance périhélique égale à la position de Neptune. Ça, ce sont les 4 planètes dans leur état final. Donc on identifie 2 structures. Donc on a bien sûr les disques dispersés, donc cette population d'objets qui suit la courbe distance périhélique égale à la position de Neptune. Mais on voit plus loin quelque chose de différent que vous reconnaissez, j'espère, c'est la fameuse nuage de Oort que j'avais détaillé lors du 2e cours. Dans cette simulation, en effet, pas seulement on a la dynamique des planètes géantes qui passent à travers leur instabilité pour obtenir les orbites actuelles, on a aussi l'effet de la galaxie, cette fameuse distribution des masses de la galaxie sur un plan galactique incliné de 120 degrés par rapport au plan du système solaire, donc qui crée des forces, une marée galactique. Ici, elle est simulée en supposant la densité actuelle de la galaxie dans les voisinages solaires, ce qui est à peu près des 1/10 des masses solaires par parsec cube. Et cette marée galactique a comme effet de pouvoir réduire l'excentricité et augmenter l'inclinaison jusqu'à 180 degrés, donc des orbites rétrogrades, pour les objets qui atteignent un demi-grand axe de l'ordre de 10 000 unités astronomiques au plus. Et c'est la source des comètes à longue période, alors que le disque dispersé est la source des comètes à courte période, comme on verra aussi dans un instant. Les triangles sont les objets du disque dispersé qui sont observés aujourd'hui. Donc, grosso modo, cette échelle-là, on arrive bien à la reproduire, aussi bien pour ce qui concerne des demi-grand axe excentricité et des demi-grand axe inclinaison, sauf 2. Ces 2-là sont 2012 VP113 et Sedna, donc des objets qu'on avait déjà rencontrés lors des premiers 2 cours. Donc, ce sont des objets dont la distance périhélique est assez loin de Neptune, de l'ordre de 80 unités astronomiques. Donc, ces objets-là ne peuvent pas être expliqués simplement par l'instabilité des planètes géantes. Donc, il y a 2 possibilités pour les expliquer. Une possibilité est que ces objets-là ont été expulsés plus tôt par rapport à l'instabilité des planètes géantes, quand les planètes géantes se sont formées. Donc, c'était vraiment les premiers millions d'années de la vie de l'étoile, quand l'étoile était encore entourée dans un disque et les planètes géantes étaient en train de grossir. À cette époque-là, donc, c'est une étoile, un moment très précoce, il est vraisemblable que le Soleil était dans un amas stellaire. Donc, la densité de son environnement était beaucoup plus élevée que 0,1 masse solaire par parsec cube, qui est la densité de la galaxie actuelle. Et donc, dans ces cas-là, donc, si le Soleil était immergé dans un amas, avec une présence de matière plus grande, cette structure, le nuage de Oort, se déplace vers l'intérieur. Elle va plutôt vers les 1000 unités astronomiques. Et donc, VP de 2012 VP113 et Sedna pourraient tracer ce qu'on appelle les nuages de Oort internes, qui se forment donc très tôt, quand le Soleil est encore dans un amas,
par les planétésimaux expulsés par les planètes géantes, encore en présence du gaz. Dans un scénario alternatif, s'il y a la fameuse planète 9, qu'elle a été expulsée dans les phases précoces pendant que le Soleil était dans un amas, alors à l'instabilité, à cause des perturbations des planètes 9, on peut aussi découpler des planétésimaux de Neptune grâce à l'influence gravitationnelle de la planète 9. Et donc la distribution est complètement différente. Vous voyez, vous avez toujours le nuage de Oort, mais vous avez un nuage de Oort interne qui se forme à l'instabilité des planètes géantes à cause de l'interaction entre le scatterdisc et la 9e planète. La différence entre ces deux scénarios est que si les nuages de Oort internes ont été formés pendant la phase initiale du Soleil, donc les systèmes étaient encore dans les disques de gaz, on devrait trouver dans les nuages de Oort internes seulement des objets très gros, parce que ce sont des objets qui ne sont pas sensibles au frottement gazeux, et pas des objets de taille cométaire, parce que les comètes, taille quelques kilomètres, sont rapidement recircularisées par les frottements gazeux. Alors que dans ces scénarios-là, vu qu'il n'y a plus de gaz, on est dans une phase plus tardive, l'instabilité des planètes géantes a lieu après la disparition du gaz, aussi bien des objets grands que petits peuvent se retrouver dans ces structures. Alors malheureusement, évidemment, les biais observationnels font aussi que nous pouvons que observer des très grands objets et les petits objets ne sont pas détectables. Mais peut-être un jour on pourra. Par exemple, il y avait un projet qui pour le moment a été mis dans les cartons, mais très intéressant, de sonder la population dans cette région en cherchant des occultations stellaires. Donc des objets de nature cométaire peuvent de temps en temps, par hasard, passer devant une étoile, on voit l'étoile disparaître, après remonter. Et il y avait un projet, il s'appelait WIPOL, d'un observatoire spatial qui devait chercher ces occultations pour détecter s'il y a une population de petits corps sur de telles orbites ou pas. Et c'est vraiment les discriminants entre ces deux scénarios. Une autre chose que vous pouvez observer est qu'en absence des planètes 9, donc il n'y a pas les nuages internes, et les nuages de Oort est plus peuplé que s'il y a planète 9. Et ça, c'est normal, parce que la planète 9 capture des objets ici, et donc pas tous vont terminer là. Et donc il y a à peu près un facteur 3 entre la population du nuage de Oort classique et du nuage de Oort dans les cas où il y a la planète 9. Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose en regardant le flux des comètes à longue période, si on a besoin de tous ces objets, ou si ces objets-là peuvent être suffisants? Oui, sans doute, mais ça n'a jamais encore été fait, dans le sens que, dans ce cas, il y a aussi beaucoup d'objets ici qui pourraient être transférés au nuage de Oort externe avant d'être renvoyés dans les systèmes solaires internes. Donc, ça nécessite toute une étude qui, finalement, n'a pas encore vraiment été élucidée, mais une caractéristique, s'il y a la planète 9, le nuage de Oort est moins peuplé. Et donc, effectivement, on doit s'assurer qu'il reste une source suffisante des comètes à longue période. Les scatterdiscs restent la source des comètes à courte période et on peut modéliser donc, la distribution orbitale des comètes à courte période qui viennent du scatterdisc. C'est une figure que j'avais déjà montrée lors du deuxième cours. Donc, les scatterdiscs, plus ou moins indépendamment de la manière dont on les forme, est une bonne source de comètes à courte période. Donc ici, on voit la distribution des demi-grands axes, des inclinaisons, des distances périhéliques, du paramètre des tisserands, des comètes de la famille de Jupiter. Donc c'est des distributions cumulées, donc ça montre la fraction des objets qui ont des demi-grands axes inférieurs à une certaine valeur, une inclinaison supérieure à une certaine valeur, etc. Donc ce qu'il faut retenir est que la courbe continue, c'est le modèle. La courbe pointillée, c'est les observations pour les comètes suffisamment brillantes pour lesquelles on peut supposer qu'il n'y a pas de biais observationnels évidents. Et l'accord est très bon, très très bon. Mais il y a un petit paramètre qu'on peut ajuster pour avoir un accord si bon, qui est la durée physique des comètes. Parce que quand les comètes rentrent dans le système solaire interne, elles commencent à consommer leurs matériaux volatiles, qui sont ceux qui rendent la comète visible avec un coma, une queue, etc. Mais ces matériaux volatiles deviennent gaz et finalement disparaissent. Et les comètes deviennent de moins en moins actifs avec les temps qui passent. Et à un moment donné, les comètes peuvent soit se désintégrer, soit devenir complètement inertes parce qu'elles sont couvertes par une croûte de réfractaires. Et donc, elles ne subliment plus leur gaz. Alors, quelle est la vie moyenne d'une comète physique avant de s'éteindre? On ne sait pas trop.
Et donc ici, c'est traité comme un paramètre libre, et ces magnifiques fits sont obtenus en supposant qu'une comète reste active pendant 500 orbites, une fois qu'elle est injectée à l'intérieur du système solaire, et pas plus. Si on augmente cette valeur, les fits se dégradent, hein, la distribution des inclinaisons devient plus plate, et la distribution des paramètres des tisserands aussi. Et donc, voilà. Et si, par contre, on réduit ces chiffres, ben, il y a trop de comètes à faible inclinaison par rapport à grande inclinaison. Et donc, voilà, les fits les meilleurs sont obtenus avec ces paramètres. Si on prend la distribution du disque dispersé, au lieu de prendre la distribution du disque dispersé dans ces scénarios, on prend la distribution du disque dispersé dans cet autre scénario, avec la présence du perturbateur planète 9, les fits se dégradent, hein, quoi que soient les choix de la vie physique de la comète, pas énormément. Mais il faut aussi dire que dans ces simulations qui ont été publiées en 2017, la masse de la planète 9 a été assez considérable, à peu près 2 fois plus que la masse qu'on considère actuellement, donc 15 masses terrestres au lieu de 7. Et donc les effets sont évidemment particulièrement prononcés. Et une étude qui est en cours par un jeune chercheur brésilien montre que si on prend une masse de 7 masses terrestres, ben, le fit devient presque indistinguable. Alors, pour avoir les flux des comètes qu'on observe, quelle quantité d'objets il faut aujourd'hui dans les disques dispersés? Donc aujourd'hui, on a un état, donc on suppose un état stationnaire, hein, on a environ entre 3 à 5 objets comètes de courte période, la famille de Jupiter, avec un diamètre supérieur à 10 km. Ce n'est pas évident de mesurer le diamètre des comètes, parce qu'elles sont enfouies dans leur coma, dans leur queue, donc il y a un peu d'incertitude, d'où ces chiffres entre 3 et 5. Et selon les modèles, hein, en regardant les taux d'injection du disque dispersé vers l'intérieur du système solaire et la durée de vie des comètes, une fois qu'elles rentrent dans le système solaire, ces fameuses 500 orbites, ben on déduit que pour avoir un état stationnaire d'entre 3 et 5 objets plus grands que 10 km à tout moment, il faut qu'aujourd'hui, dans les disques dispersés, il y ait entre 40 et 60 millions d'objets de la même taille. Donc c'est un disque, il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Aujourd'hui. Mais ce qui reste aujourd'hui dans les disques dispersés, c'est une petite fraction de ce qu'il y avait à l'origine, quand Neptune a commencé à éjecter, à disperser tout le monde, parce que la plupart des objets ont été éjectés du système solaire, ont été capturés des nuages de Oort, etc. Et selon différentes simulations, ce qui reste aujourd'hui, c'est à peine 1% de ce qui restait de ce qu'il y avait au départ. Disons entre 0,3 et 1%, avec une moyenne de 0,5%. Donc, s'il reste 0,5%, et il y a aujourd'hui entre 40 et 60 millions d'objets, au départ, il devait y avoir 10 milliards d'objets. Donc, c'est ce qui caractérise ces disques transneptuniens à l'origine, au moment où les planètes sont devenues instables. Selon toujours les mêmes modèles, qui décrit à la fois l'origine du disque dispersé et les nuages de Oort, les nuages de Oort contiendraient aujourd'hui 20 fois plus d'objets que les disques dispersés. Donc vous avez quelque chose comme 10 puissance 8, 1 milliard d'objets plus grands que 10 km dans les nuages de Oort aujourd'hui. C'est des populations gigantesques, hein, si on compare à ce qu'on a à proximité, qui est la ceinture des astéroïdes, où nous avons de l'ordre de 10 000 objets plus grands que 10 km, à peu près. Seulement. Donc là, on parle d'un milliard dans la ceinture de Kuiper et 50 millions dans les disques dispersés. Voilà, donc ça pour les disques dispersés. Donc une autre sous-population de la ceinture de Kuiper, la population chaude, donc une population qui est entre 40 et 50 unités astronomiques, a une faible excentricité, donc elle ne touche pas à Neptune, elle n'est pas dispersée par Neptune, mais a des inclinaisons considérables, plus grandes que 4,5 degrés jusqu'à 40 degrés en général. L'origine de cette population, on la retrouve dans les modèles d'Ennis. Le mécanisme pour la former est le même qu'avait élucidé déjà Gomez en 2003, simplement en invoquant la migration radiale de Neptune. Et ici, voilà un exemple. Donc, c'est une évolution qui montre en fonction du temps, c'est plusieurs panneaux qui montrent en fonction du temps un objet qui va dans la population chaude
Et ce diagramme montre le demi-grand axe en fonction du temps, l'excentricité en fonction du temps, l'inclinaison en fonction du temps. Et ça, c'est l'évolution demi-grand axe excentricité en fonction du temps en partant d'ici pour arriver là. Alors, cette évolution est formée de 3 étapes. Donc, il y a une première étape, que ici je colore en bleu, et où l'objet est dispersé par Neptune. Neptune migre, arrive, rencontre l'objet, et donc il y a une phase où l'objet a des rencontres proches avec Neptune. Ceci donne une marche aléatoire à son demi-grand axe, une marche aléatoire à son excentricité, mais corrélée à la marche aléatoire du demi-grand axe, parce que les paramètres tisserand doivent être conservés. Et donc, en fait, l'objet se déplace en avant, en arrière, grosso modo sur une bande avec une distance périhélique presque constante. Pas tout à fait constante, parce que Neptune se déplace à son tour, mais à peu près constante. Donc, on est dans cette phase-là, on oscille comme ça. Après, il y a une deuxième phase où, par hasard, l'objet est capturé dans une résonance. Ici, la résonance de moyen mouvement 2,1 avec Neptune. Donc, la période de l'objet est 2 fois la période de Neptune à ce moment-là. Quand l'objet est capturé dans la résonance, sa dynamique change. Et en particulier, ça peut donner une décroissance de l'excentricité et une croissance de l'inclinaison. L'inclinaison qui, par ailleurs, avait déjà été augmentée significativement pendant la phase du disque dispersé à cause des rencontres proches avec Neptune. Et donc, ici, dans ce diagramme demi-grand axe excentricité, à demi-grand axe constant, parce que vous êtes dans une résonance avec Neptune, vous avez la chute de l'excentricité. Et donc, l'objet, maintenant, à une grande distance périhélique, n'a plus de rencontre avec Neptune, bien sûr. Et après, il y a la troisième phase, puisque Neptune continue à bouger, donc il s'en va, la résonance bouge aussi, mais l'objet a très faible excentricité, où les résonances, vous vous souvenez, sont fines, parce que les résonances de moyen mouvement ont une forme d'entonnoir, sont grandes, à grande excentricité, et étroites à faible excentricité. Donc, le fait que l'objet soit à faible excentricité ou la résonance étroite, et en plus la résonance se déplace, à un moment donné, l'objet sort de la résonance et reste en arrière. La résonance s'en va, l'objet reste là. Vu sa petite excentricité, il n'a aucune interaction avec Neptune, aucune interaction proche avec Neptune. Donc, son demi-grand axe se fige, ne bouge plus. Son inclinaison, son excentricité se fige, son inclinaison se fige. Tout se fige, l'objet est bloqué. Et donc, à la fin, vous avez bien un objet classique avec un demi-grand axe entre 40 et 45 unités astronomiques, une excentricité inférieure à 0,1 et une inclinaison, dans ce cas-là, de 28 degrés. Évidemment, on peut suivre la trace de tous les objets capturés dans la région chaude et faire une statistique de leur excentricité et de leur inclinaison, donc la distribution cumulée de leur excentricité, la distribution cumulée de leur inclinaison. Et ici, on a, donc je compare les modèles aux observations, mais il faut faire gaffe aux biais observationnels, qui sont véritables. Donc ici, on a utilisé une surveille franco-canadienne, qui s'appelle CIFEPS, qui est une surveille particulière qui a décidé comme stratégie de regarder une faible portion du ciel, mais longtemps, de façon de voir des objets relativement petits. Et donc, c'est une surveille qui n'a pas découvert des objets fameux comme Eris, Haumea, etc., ces grands objets, parce qu'en regardant une petite portion du ciel, la probabilité de trouver un grand objet est nulle. Mais a trouvé quand même pas mal d'objets de taille moyenne, intermédiaire, et surtout, vu qu'ils ont regardé des champs de ciel bien précis et fixes, c'est très facile de modéliser rigoureusement les biais observationnels de cette surveille. Donc, les meilleurs tests qu'on peut faire entre modèle et observation, c'est en utilisant cette surveille, regarder seulement les objets découverts par cette surveille, donc qui est donnée par les courbes pointillées, hachurées, et filtrer les modèles par ce qui aurait été observable par la surveille, vu qu'on connaît bien les biais observationnels, et tout est modélisé de façon très rigoureuse grâce aux acteurs de cette surveille qui ont travaillé, notamment Brett Gladman au Canada et notre Jean-Marc Petit à Besançon, qui ont travaillé vraiment consensueusement pour modéliser les biais observationnels. Donc, on peut simuler les observations de la surveille à partir de notre modèle. Et donc, vraiment, on peut comparer les pommes avec les pommes et pas les pommes avec les oranges. Et c'est ce qui a été fait ici. Donc, vous voyez que la distribution des excentricités colle parfaitement, la distribution des inclinaisons plutôt. Donc, on part de 10 degrés parce qu'à faible inclinaison, il y a la ceinture froide de la composante froide de la ceinture de Kuiper qui n'a rien à voir.
donc on ne veut pas être contaminé, donc on compare seulement à partir de 10 degrés, et l'accord est assez bon, il y a une légère différence autour des 30 degrés, mais probablement reste statistiquement non significative. Encore une fois, il faut pas seulement vérifier que la distribution orbitale soit correcte, mais on peut aussi se préoccuper du nombre d'objets. Donc, bon, déjà, le bon accord qu'on a trouvé ici a lieu si la migration finale de Neptune est relativement lente. Donc, les demi-grands axes vers la fin changent selon cette formule. Donc, les demi-grands axes ont un certain temps t égale au demi-grand axe final moins cette quantité, demi-grand axe final moins demi-grand axe initial. Il y a un exponentiel négatif du temps sur un temps caractéristique des migrations, taux. Et ce temps caractéristique des migrations doit être lent, doit être supérieur aux 30 millions d'années, ce qui a lieu justement dans la phase finale, post-instabilité, dans les simulations du modèle. Et alors, bon, voilà, dans ces modèles qui semblent être assez bons, c'est qu'on capture dans la population chaude une petite fraction de la population initiale. C'est de l'ordre de 2 à 4, 10 moins 4, qui est 10 fois moins, de 10 à 30 fois moins que le taux de capture dans les disques dispersés. Alors aujourd'hui, combien d'objets on a dans la population chaude? Selon les observations, notamment dans cet article, il y aurait environ 20 000 objets plus brillants qu'une certaine magnitude. Ce qu'on mesure, c'est une brillance. Hein, c'est jamais une taille, on ne voit pas les cercles de ces objets. On voit une brillance, mais avec des mesures infrarouges, on peut avoir une idée de le pouvoir réfléchissant des objets. Et donc, on peut convertir la brillance en une taille. Et donc, cette brillance, magnitude plus petit que 9, correspondrait grosso modo à des objets plus grands que 100 km. Donc, il y a 20 000 objets plus grands que 100 km aujourd'hui. Et donc, vu ce taux de capture, il devait y en avoir de l'ordre de 60 millions dans les disques originaux. Ici, c'est les chiffres pour 100 km, plus grands que 100 km, alors que tout à l'heure, pour les disques dispersés, j'ai donné des chiffres plus grands que 10 km, parce que les observations qu'on a du disque dispersé nous viennent des comètes, donc relativement petites, 10 km, et les observations qu'on a, les contraintes qu'on a sur la population, la population chaude viennent des observations directes, et donc ils concernent seulement des objets plus grands qu'on peut voir dans nos télescopes. Les objets des 10 km demeurent tout à fait invisibles à nos télescopes dans la population chaude. On continue pour les objets résonants, les fameux plutinots pour la résonance 3.2. On peut regarder les autres résonances, mais je ne le ferai pas. Sont faites dans cet article. Donc ici, c'est dans la résonance 3.2, la même où il y a Pluton. Encore une fois, la distribution des excentricités, la distribution des inclinaisons, observée par notre surveille franco-canadienne et prédite par les modèles si on filtre les modèles par les biais de la surveille franco-canadienne. Encore, il y a un accord parfait, et ceci est juste la population qui est injectée par l'instabilité, la migration de Neptune. Donc, la même population qui va dans les disques dispersés et dans la population chaude. Et donc, vous avez un accord parfait. Donc, ce que ça veut dire, qu'en fait, la composante des résonantes qui vient de la population froide, due au balayage de la résonance, est en gros très, très minoritaire. On ne voit pas de place pour cette population parce qu'on ne voit pas de désaccord entre les observations et les modèles. Donc, vous vous souvenez qu'au départ, les premiers modèles sur les populations résonantes, c'est celui des Malhotra. Donc, ils invoquaient juste une migration de Neptune et la capture en résonance à partir du disque, des objets qui sont dans les disques, quand la résonance balaye les disques. Et donc, en gros, populer la résonance seulement de la population froide, mais il n'était pas capable d'expliquer les grandes inclinaisons, par exemple, des objets observés. Donc, on conclut aujourd'hui que cette composante qui vient capturer de la population froide est tellement minoritaire qu'on ne la voit pas. Et pour une bonne raison, dans la population froide, il n'y a jamais eu beaucoup d'objets, alors que la population dispersée par Neptune est, comme vous avez vu, gigantesque. On parle de dizaines de millions d'objets selon les différentes tailles.
Une autre structure qui nous reste à discuter, c'est les disques fossilisés. Donc, c'est cette bande qui suit un peu les disques dispersés, mais les périhélies sont trop grandes pour que Neptune puisse avoir des rencontres avec ces objets aujourd'hui. Donc, ici, dans ce diagramme en haut, vous avez la distance périhélique des objets à la fin de la simulation en fonction de leur demi-grand axe. On fait juste un zoom pour y voir quelque chose entre 40 et 100 unités astronomiques. Donc, les objets du disque dispersé sont les objets, les points rouges, parce que ça c'est les objets dans la simulation, à la fin de la simulation, parce qu'ils ont une petite distance périhélique inférieure à 38 unités, 36, 38 unités astronomiques, donc on des rencontres avec Neptune. Et les points noirs sont les objets qui on caractérise comme disques fossilisés, parce que dans la simulation, on n'a plus de rencontres avec Neptune. La beauté d'utiliser un modèle dynamique est qu'au lieu de mettre une limite nette en distance périhélique et dire j'appelle disque dispersé, c'est qu'il y a une distance périhélique inférieure à 36, disque fossilisé au-delà, on peut regarder, par exemple, sur les derniers 100 millions d'années, quels objets ont des rencontres avec Neptune et quels objets ne l'ont pas, et appeler disperser les objets qui ont des rencontres avec Neptune et fossiliser les objets qui ne les ont pas. Pour comparer, bon, évidemment, on connaît aussi des objets à petit périhélie, mais ici, on compare avec les objets à grand périhélie observés, donc un périhélie plus grand que 40 unités astronomiques. Donc, et ces points bleus, il y en a juste une petite douzaine, non, une dizaine. Et bon, voilà, la statistique est un peu faible pour pouvoir faire des véritables comparaisons. Mais ce qui est intéressant à observer est que si on regarde dans les modèles les objets avec une grande distance périhélique, elles sont concentrées à proximité des résonances des moyens mouvements avec Neptune. Donc, par exemple, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Et effectivement, les objets qu'on voit sont très très proches aux résonances des moyens mouvements. Celui-là presque 4,1, celui-là 6,1, il y en a 3,1, 3,1, etc. Donc on dirait que cette structure à doigts qui se lève vers les grandes distances périhéliques à proximité des résonances des moyens mouvements est la bonne. Le diagramme en bas montre les inclinaisons, encore une fois, c'est une dispersion uniforme entre 0 et 50 degrés. En termes de capture, ben, il y a plus de captures dans les disques dispersés que dans les disques fossilisés que dans les disques dispersés. Il suffit de regarder les points noirs par rapport aux points rouges, parce que les objets du disque dispersé meurent dans les temps, il n'en reste plus beaucoup à la fin, et les objets du disque fossilisé, une fois qu'ils sont fossilisés, ils sont stables, et donc ils peuvent persister autant que vous voulez. Et donc, selon les statistiques du modèle, là, par exemple, entre 50 et 100 unités astronomiques, les objets du disque dispersé seraient 5 fois plus que les objets du disque fossilisé seraient 5 fois plus que les objets du disque dispersé. C'est facile de se confondre. Et donc, il y aurait, par exemple, aujourd'hui, 40 000 objets plus grands que 100 km dans les disques fossilisés, juste entre 50 et 100 unités astronomiques. Évidemment, beaucoup plus en deçà de ces limites. Pour mémoire, comment est-ce qu'on se forme un objet du disque fossilisé? Exactement comme il se forme un objet du disque chaud, de la population chaude, seulement qu'au lieu de jouer avec des résonances comme la 2,1 à la 3,2, on joue avec des résonances qui sont un peu plus loin. Et donc, c'est des diagrammes analogues, ceux que j'ai montrés tout à l'heure. Donc, l'objet démarre d'ici, d'abord rentre dans les disques dispersés, donc à une marche aléatoire, en demi-grand axe excentricité, un aller-retour, soumis aux rencontres avec Neptune. Et après, il rentre dans une résonance par hasard, et cette fois, c'est la résonance 3,1, donc une résonance plus loin. Et dans la résonance, il y a la même chose qui a lieu, il y a une diminution de l'excentricité, l'objet n'est plus soumis aux rencontres avec Neptune, et puis la résonance se resserre en entonnoir, la résonance s'en va, parce que Neptune continue de migrer, donc l'objet sort de la résonance, et du coup, il est complètement figé. Mais vu qu'il n'a pas un demi-grand axe entre 40 et 50 unités astronomiques, on l'appelle disque fossilisé au lieu que population chaude. Mais c'est la même chose. Population chaude et disque fossilisé sont exactement la même population, c'est un les prolongements de l'autre, simplement à plus grand demi-grand axe. Alors, ces mécanismes fonctionnent pour des objets qui sont dans les premiers 100 unités astronomiques, ou au-delà, sur des objets qui ne se découplent pas beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous allez très loin, vous n'avez plus de résonances puissantes avec Neptune.
et donc c'est difficile de décroître l'excentricité beaucoup. Et donc des objets comme 2012, VP113 ou Sedna, que j'ai montré tout à l'heure, ne peuvent pas être produits par ces mécanismes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les expliquer, il faut donc soit supposer que le Soleil est encore dans un amas stellaire quand ces objets ont été expulsés de la région des planètes géantes, soit il existe la planète 9, et donc quand les objets ont été dispersés lors de l'instabilité planétaire, ben, la planète 9 a agi et a pu les découpler. On ne sait pas lequel des deux cas de figure est correct. Voilà, donc ici on fait une pause, une pause logique, pour dire que jusqu'ici, tout ce que je vous ai montré, en fait, ce n'est pas vraiment l'instabilité des planètes géantes qui a joué un rôle. C'est plutôt la migration de Neptune avant et après l'instabilité. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en gros les mêmes mécanismes que Gomez déjà avait mis en évidence en 2003 pour la population chaude, les dispersés et la population fossilisée, sans beaucoup de variations. Simplement, c'est des simulations qui sont faites mieux avec beaucoup plus d'objets, donc on a beaucoup plus de statistiques, dure 4 milliards d'années, donc chose qu'en 2003 était impossible, mais c'est grosso modo la même chose. L'instabilité, on ne voit pas dans ces populations que je décris jusqu'à présent une réelle trace de l'instabilité des planètes géantes, qu'on suppose avoir eu lieu pour expliquer les orbites des planètes géantes, comme j'expliquais les fois passées. Et donc, on pourrait se demander, mais si on regarde juste la ceinture de Kuiper, est-ce qu'on a vraiment un indice d'une instabilité dynamique? Parce que finalement, on était parti de là, on était parti de la structure de la ceinture de Kuiper pour chercher, pour construire le modèle de Nice et trouver l'instabilité, et trouver une dynamique qui implique une instabilité. Donc, c'est intéressant d'y retourner à ce point de départ. Et la réponse est oui, c'est la population froide qui donne un premier indice, et aussi les Troyens, les satellites irréguliers qui en donnent d'autres, mais pour ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, la population froide. Revenons à la population froide. C'est la dernière population, sous-population de la population transneptunienne. Quelles sont ses caractéristiques? Elle se trouve entre 42 et 48 unités astronomiques. Elle a une faible inclinaison, limitée à 4,5 degrés, 5 degrés maximum. Et en plus, il y a cette structure, donc détectée par les gens de cette survey, les auteurs de cette survey franco-canadienne, CEFEPS, notamment Jean-Marc Petit à Besançon, qu'on appelle les kernels, qui est une surabondance d'objets là, juste au-delà des 44, autour des 44 unités astronomiques. Vous voyez, il y a beaucoup plus d'objets que les objets à côté, il n'y a aucune raison. Ça ne peut pas s'expliquer par des biais observationnels. C'est aussi probable de découvrir un objet ici qui est dans les kernels que juste après. Donc, qu'est-ce que nous dit la population froide? Bon, déjà, les inclinaisons. Le fait que la dispersion des inclinaisons soit si faible veut dire que ces objets-là n'ont jamais rencontré Neptune. Parce que dès que vous rencontrez Neptune, pas seulement des grands axes d'excentricité changent, mais aussi l'inclinaison commence à monter. Et pour rester à moins de 4,5 degrés, il ne faut jamais avoir rencontré Neptune. Cela implique deux choses. Implique que Neptune, l'excentricité de Neptune n'a jamais dépassé 0,2 lors de l'instabilité. Ou pour être plus précis, l'aphélie de Neptune n'a jamais été au-delà des 35 unités astronomiques. Parce que si Neptune avait mis son nez au-delà des 35 unités astronomiques, il aurait commencé à chahuter la population froide et la distribution des inclinaisons ne serait pas si confinée. D'autre part, ces objets, donc la population froide, doivent s'être formés localement. Parce que s'ils avaient été plus près du Soleil à un moment donné, à leur formation, ben, ils auraient eu des interactions fortes avec Neptune. Donc, ils ne peuvent pas être transportés par Neptune, sinon leur inclinaison aurait augmenté. Donc, ça doit être une population locale qui n'a jamais vu Neptune de près, parce que Neptune, même s'il est devenu excentrique à un moment donné, ben, son excentricité n'est pas devenue gigantesque et son distance aphélique n'a jamais dépassé les 36 unités astronomiques. C'est déjà une contrainte importante. Donc, ce qui veut dire que cette population froide est différente des autres. Donc, elle est une population locale qui s'est formée au-delà des 40 unités astronomiques, qui n'a jamais été trop perturbée, alors que toutes les autres populations que j'ai décrites jusqu'à maintenant viennent de plus à l'intérieur d'une trentaine d'unités astronomiques, et ont interagi fortement
avec Neptune. Ceci est super parce qu'il explique donc cette différence en propriétés physiques entre la population froide et la population chaude et ses partenaires que j'évoquais lors du premier cours, qui ont intrigué la communauté pendant longtemps. C'est des différences physiques en termes de spectres, des couleurs, des fractions des binaires, etc. Donc, si vous vous souvenez, on avait discuté lors du premier cours des 3 différentes classes spectrales que les observations du JWST ont montrées dans la population transneptunienne. Donc, 3 classes spectrales qui ont été appelées ball, double dip et cliff, donc comme un bol, W et chute. Voilà. Et l'idée, donc, que pour expliquer les observations, est que dans les disques initiales des planétésimaux, il y avait un gradient de composition chimique avec la distance à l'étoile, ce qui est logique parce que ces caractéristiques spectrales sont dues à différents éléments chimiques, comme l'eau, le CO2, etc., dont la capacité à être à l'état vapeur ou l'état solide dépend de la température du disque. Évidemment, dans les disques, il y a un gradient, il fait plus chaud près de l'étoile, il fait moins chaud loin de l'étoile, donc on peut avoir des éléments plus volatiles présents sur les objets qui se sont formés très loin, et un peu plus réfractaires, même si volatiles quand même, comme l'eau, mais sur les objets qui se sont formés plus à l'intérieur. Avec l'instabilité et la migration des planètes, on peut imaginer qu'une partie de ces disques est dispersée par Neptune, et donc va se retrouver dans la population chaude, dans la population dispersée, dans la population fossilisée. Et le bout extrême, ben, il n'est pas touché par Neptune, parce que Neptune s'est arrêté, et donc il reste dans la population froide. Et ainsi, on peut expliquer, par exemple, une forte différence en couleur, au type spectraux, entre la population froide et les autres populations. Et si vous vous souvenez, c'est exactement ce que les observateurs voient. Donc ici, vous avez, pour chaque sous-population de la population transneptunienne, la fraction relative de ces 3 types spectraux, ball, cliff et double dip. Donc ce qu'on observe est que tous les objets de la population froide ont les mêmes spectres, les cliffs, donc, comme en accord avec ces dessins, et que les autres populations sont un mélange, surtout de 2 premières, la bleue, la ball, et la rouge, qui est la double dip. Là, c'est jaune, ici c'est rouge. Voilà. Mais ce sont les mêmes. Après, on peut regarder quelque chose d'un peu plus près. Donc déjà, par les objets résonnants, il y a quelques, et dans les scatterdiscs aussi, il y a quelques objets cliffs. Donc ça peut être vraiment tous les tout premiers objets dispersés par Neptune, ou ça peut être voilà, une légère contribution des objets froids dans la capture résonante, un peu à la Malhotra. Et après, il y a une chose dont tirait l'attention Rosario Brunetto, qui est ici dans la salle, et que quand même la distribution, l'abondance relative des objets double dip et des objets ball est clairement différente entre les scatterdiscs et les objets fossilisés, détachés fossilisés, c'est synonyme, et les objets chauds. Là, je pense que c'est à peu près statistiquement équivalent, mais ici, c'est clairement statistiquement différent. Donc, ça suppose que, en fait, dans les disques dispersés, on trouve davantage ces objets plus internes, dispersés en premier pendant l'évolution de Neptune, et alors que dans les objets qui ont été capables de se découpler des Neptunes et qui sont tombés soit dans la population chaude, soit dans la population fossilisée, on trouve plutôt les deuxièmes. Et les premiers qui sont dispersés par Neptune n'ont pas eu beaucoup de chance de se découpler. Alors, c'est très intriguant, parce qu'à première vue, j'aurais dit que les 3 populations auraient dû avoir la même distribution. Donc, j'ai regardé un peu les simulations sans pouvoir faire vraiment une analyse exhaustive. Mais effectivement, à chaque fois qu'on montre des exemples d'objets qui terminent dans la population chaude, de la population dispersée, ces objets, au départ, sont presque toujours à 30 unités astronomiques. Donc, on dirait que si un objet est rencontré trop tôt, il est trop violemment, par Neptune, il est trop violemment dispersé, et il devient improbable que ces objets arrivent à se découpler des Neptunes, alors que s'il est rencontré à la fin, quand la migration des Neptunes est vraiment lente, ces mécanismes de capture en résonance et découplage que j'illustre ici sont plus probables. Et donc, effectivement, comme ça se dit un peu avec les mains, qualitativement, il faudrait faire une véritable statistique, il faut du temps, on n'a pas eu, mais on pourrait bien trouver dans les modèles une explication de pourquoi la distribution statistique de ces 2 spectres
des spectres dans la population dispersée est statistiquement différente de celle des objets chauds et détachés. Et on peut, si tu es intéressé, Rosario, travailler sur ça davantage. Quoi qu'il en soit, on peut dire que puisque cette population froide et vierge est là, s'est formée là, elle n'a jamais été touchée, elle n'a jamais été chamboulée par Neptune, ben, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait au départ. À différence des autres régions qui ont été dispersées, implantées, voilà, là, on voit ce qu'il y en avait. Et on voit une population qui a très petite masse, de l'ordre de 10-3 masses terrestres seulement. Et alors que dans les disques balayés par Neptune, il y avait énormément d'objets, énormément de masses. Donc c'est assez exceptionnel. En fait, dans la population froide, nous observons vraiment les disques originaux des planétésimaux. Nous observons la périphérie de ces disques originaux. Enfin, on l'a trouvé. Donc, on pensait que juste au-delà de Neptune, il y avait un disque original. En fait, on a trouvé un disque complètement bouleversé, dispersé, chahuté. Mais si on regarde la population froide, on trouve les derniers bouts de ces disques originaux avant les vrais bords du disque. Bon, tout ça sur la base de l'inclinaison. Quid du kernel? Alors, j'avais déjà montré que quand Neptune migre, ben, il capture des objets en résonance. Donc là, vous avez Neptune qui migre, des objets dans les disques, on capture en résonance. Et quand ils sont capturés en résonance, ils se déplacent avec la résonance et ils montent en excentricité. Bon, donc ça, c'est typique. Donc, les déplacements de résonance capturent et transportent les objets tout en augmentant leur excentricité. Maintenant, si Neptune a une instabilité, parce qu'à un moment donné, comme dans nos simulations, il y a une instabilité planétaire, donc il y a des rencontres planétaires, donc là c'est le cas. Donc Neptune, pas seulement son orbite devient excentrique d'un coup, mais il y a un petit saut en demi-grand axe. Vous voyez, ça c'est le demi-grand axe de Neptune, c'est un agrandissement. Neptune arrive à 27 unités astronomiques et demie, un petit saut, passe à 28, etc. S'il a un petit saut, ben, les résonances ont un petit saut aussi, parce que sont à une distance proportionnelle à Neptune. Et donc, les objets qui sont en résonance sont tous relâchés. Okay. Alors, ça, c'est la clé pour la population, pour le kernel. Donc, imaginez un objet qui est un objet de la population froide. Donc, il est là, à 42 et quelques, 43 unités astronomiques, 42 unités astronomiques et demie. Il est à un moment donné, parce que Neptune se déplace et la résonance 2,1 se déplace aussi, il est capturé dans la résonance 2,1. Donc voilà, vous avez l'objet ici entre 42,5 et 43 unités astronomiques. Neptune migre, la résonance arrive, capture l'objet, transporte l'objet. Donc vous voyez que le demi-grand axe de l'objet suit l'évolution du demi-grand axe de la résonance. Ainsi faisant, l'excentricité va répondre et va augmenter, comme dans l'animation que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc monte de 0 à une valeur modérée, de l'ordre de 0,12. Mais à ce moment-là, Neptune a un saut. Donc la résonance se déplace subitement, impulsivement, d'une petite fraction, d'une petite unité astronomique. Donc la résonance est là, mais l'objet, ben, lui, il n'a pas bougé. Donc il se retrouve en dehors de la résonance, il est relâché. Et ça, pour tous les objets qui ont été capturés à la résonance au même moment, au moment où Neptune saute. Donc évidemment, ces relâchements créent, déposent un tas d'objets. Donc ici, vous voyez la distribution finale des excentricités et des inclinaisons de tous les objets à la fin de la migration de Neptune. Dans les cas où Neptune n'a pas de saut, donc les demi-grands axes de Neptune ont une évolution continue, donc vous voyez une distribution plus ou moins uniforme. Ici, c'est le cas où, quand Neptune a 27 unités astronomiques et demie, il a un saut d'une demi-unité astronomique. Et donc tous les objets qui étaient à la résonance 2,1 à ce moment-là, la résonance 2,1, quand Neptune était à 27,5 unités astronomiques, était là, ben, ils se retrouvent en dehors de la résonance et donc sont relâchés tout d'un coup. Ça donne un grand paquet d'objets et ça rassemble pas mal au kernel qui est observé. Donc ici, vous avez les observations, ici, vous avez le modèle. Donc on voit très bien ces structures, un peu d'objets avant, beaucoup d'objets, là où la résonance était au moment où Neptune a sauté. Évidemment, vous voyez une grosse différence entre les modèles et les observations, et que tous ces objets-là n'existent pas. Et donc, on est forcé à conclure
que les disques primordiaux, donc on voit dans la ceinture froide les vestiges, c'est terminé à 44 unités astronomiques. Il n'y avait rien au-delà. Si vous avez un disque qui s'est terminé à 44 unités astronomiques, la distribution finale est celle-ci, et donc assez semblable à celle qu'on observe. Donc, la population froide, c'est vraiment un coup de chance, parce qu'elle nous permet de révéler la structure initiale de notre système solaire, du disque de notre système solaire, au moins pour ce qui concerne la population des petits corps. Donc, d'abord, elle nous dit qu'il y a bien eu une instabilité planétaire. Parce qu'il faut, pour réaliser un kernel, que Neptune fasse un saut demi-grand axe, ce qui est possible seulement si Neptune rencontre une autre planète, donc une instabilité planétaire. Et ceci a eu lieu quand Neptune était à 37,5 unités astronomiques, parce que si Neptune avait été ailleurs, les kernels seraient ailleurs. Donc on arrive à lire les livres de l'évolution du système des planètes, c'est incroyable. Voilà, les bords externes des disques des planétésimaux étaient à 44 unités astronomiques. Pour quelques raisons, la formation des planétésimaux, donc par ce processus que j'expliquais l'année passée, de formation d'amas autogravitants de poussière, etc., a été incapable de produire quoi que ce soit au-delà des 44 unités astronomiques. Et il y avait un grand contraste entre la densité du disque en termes de population des corps, entre la partie interne à 30 unités astronomiques et la partie 30-44 unités astronomiques. Donc les systèmes solaires, les disques du système solaire avaient cette allure-là, donc avec un disque peuplé, donc les planètes géantes se trouvent là dans les trous, et une grande population de petits corps donc, qui comporte plusieurs dizaines de masses terrestres au-delà de l'orbite de Neptune, mais jusqu'à 30 unités astronomiques. Et au-delà des 30 unités astronomiques, un deuxième anneau d'objets, mais très ténu, qui portait seulement quelques centièmes de masses terrestres tout au plus. Une dernière caractéristique à mentionner est que dans ces modèles, donc on a vu, on crée la population chaude, on crée des populations résonantes. Si on compare la population résonante à la population chaude, on trouve qu'il devrait y avoir plus d'objets résonants que des objets chauds. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'on observe, c'est qu'on observe qu'il y a à peu près 4 fois plus d'objets chauds que des objets résonants. Et ceci, même si on prend en compte les sauts du demi-grand axe de Neptune, parce que la migration finale des 28 unités astronomiques à 30 est suffisante pour recharger les résonances, et à la fin, vous avez trop d'objets en résonance par rapport à la population chaude. La seule solution, la solution proposée, à peu près la seule qu'on puisse envisager, est que même cette migration finale de Neptune n'ait pas été très lisse et régulière, mais été un peu chahutée, donc c'est une migration avec marche aléatoire superposée, comme celle que vous avez si Neptune, quand il rencontre les planétésimaux, rencontre aussi des gros planétésimaux. Alors gros, ce n'est pas des planètes, c'est des objets de masse à peu près comme Pluton, ou quelquefois la masse de Pluton. Par exemple, dans cette simulation, qu'on appelle la migration bruitée, on a mis dans les disques, les auteurs ont mis dans les disques 1000 objets avec une masse qui est 2 fois la masse de Pluton. Et ça suffit parce que cette marche aléatoire bruitée, cette migration bruitée, limite la capacité de résonance à capturer des objets en leur sein. Et donc on arrive, évidemment, ces chiffres des 1000 objets de 2 fois la masse de Pluton ont été trouvés par tentatives successives pour reproduire les rapports observés entre la population chaude et la population résonante de l'ordre de 4 à 1. Donc on peut mettre toutes ces données ensemble. On a discuté combien d'objets dans les disques il devait y avoir, dans les disques transneptuniens, il devait y avoir pour expliquer les disques dispersés aujourd'hui qui expliquent la population des comètes de la famille de Jupiter aujourd'hui. On avait conclu qu'il devait y avoir à peu près 10 puissance 10, donc 10 milliards d'objets plus grands que 10 km. Voilà, c'est ça. En regardant la population chaude, la probabilité d'implantation, le nombre d'objets observés aujourd'hui, on avait déduit qu'il y avait grosso modo 60 millions d'objets plus grands que 100 km, donc c'est ce point-là. Ces dernières choses que je viens de vous expliquer, donc qu'il devait y avoir 1000 objets plus grands que 2 fois la masse de Pluton, ou 2000 objets plus grands que Pluton, donc vous donne cette contrainte-là.
Donc, on a ici 3 points qui nous donnent une idée de quelle devait être la distribution des tailles des planétésimaux dans les disques transneptuniens. Et les lignes rouges, là, vous montrent les pentes, la distribution des tailles observées aujourd'hui dans la population chaude. Donc, effectivement, ces pentes-là fit assez bien ces points de données qu'on a. Et Pluton, bon, dans la résonance de 3, on peut considérer comme faire partie de la population chaude. Donc, en fait, on retrouve bien quelque chose qui ressemble à la distribution des tailles qu'on observe aujourd'hui de la population chaude, mais 3000 fois supérieur. Donc, c'est ce facteur 3000 qui vous dit la décimation, c'était massacre des disques transneptuniens, de ce qui survit aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait au départ. Donc, de cette population énorme, pour résumer, 85% de ces objets ont été éjectés du système solaire lors de l'instabilité planétaire. Et pendant la phase d'éjection, en partie d'entre eux, au moins, sont passés dans les systèmes solaires internes et ont pu bombarder les planètes telluriques au passage. Et dans les séminaires de tout à l'heure, Sarah Jaurès nous parlera de ces bombardements cométaires et des effets qu'on peut détecter sur notre planète de ces bombardements. Donc, je termine ici. On va faire une pause avant le séminaire de Sarah Jaurès, donc avec les petits résumés habituels. Donc, les modèles dynamiques permettent désormais de reconstruire assez précisément l'origine des différentes sous-populations de la population transneptunienne. Et vu d'où on était parti, donc on a découvert cette diversité des sous-populations, on était complètement perdu. C'est effectivement un grand résultat. Et donc, on sait expliquer par ces mécanismes de migration des planètes et instabilité la population chaude, la population dispersée, la population fossilisée, les nuages de Oort, les populations résonantes. Et juste la population froide, en fait, elle n'a pas besoin d'explication. C'est ce qui reste du disque initial, pas perturbé significativement par les planètes. Sauf les kernels, qui est voilà, une trace de la migration de Neptune. Donc, la migration vers l'extérieur de Neptune est la clé de toutes ces populations, mais l'existence du kernel ne peut pas se faire par une simple migration de Neptune. Vraiment, on demande que Neptune, à un moment donné, ait eu un saut de migrant d'axe quand il était à 27,5 unités astronomiques. Et pour avoir un saut d'une demi-unité astronomique, il ne faut pas rencontrer Pluton, il faut rencontrer une vraie planète. Donc, c'est vraiment un point qui marque la nécessité d'une instabilité planétaire comme celle qui est décrite dans les modèles d'Ennis. En regardant la probabilité que les objets initiaux du disque initial soient implantés dans les différentes sous-populations et en utilisant les observations de ces sous-populations ou des comètes qui viennent de ces sous-populations, on conclut que ce disque avait initialement de l'ordre de 10 milliards d'objets plus grands que 10 km, 60 millions d'objets plus grands que 100 km, 2000 objets plus grands que Pluton. Ça fait un disque, bon là, ça dépend un peu des densités, parce qu'on a les tailles, mais à peu près, ça fait un disque de 20-30 masses terrestres qui est bien consistant avec les disques qu'on utilise dans les simulations du modèle d'Ennis pour stabiliser les planètes et les ramener au bon endroit. Donc tout colle de ce point de vue-là. De tous ces grands disques gigantesques, environ 0,5% se retrouvent aujourd'hui dans les disques dispersés, 2,5% dans les disques fossilisés, 10% dans les nuages de Oort, 0,03% dans les populations chaudes et résonantes. La population résonante est un quart de celle chaude. Tout le reste a été perdu, donc éjecté dans l'espace interstellaire en causant un bombardement des planètes telluriques au passage, qu'on verra à l'heure suivante. Tous ces objets dispersés donc, qui ont contribué au bombardement de la Terre sont des objets qui se sont formés dans un disque, ce disque massif, donc était étendu jusqu'à 30, peut-être 35 unités astronomiques. On ne parle pas de la population froide, qui elle n'a pas été touchée. Et plus loin, donc au-delà de ces 30-35 unités astronomiques, se trouvait un disque d'objets, mais qui était beaucoup moins massif, qui n'a jamais contenu plus qu'un centième des masses terrestres, qui est l'ancêtre de la population froide, qui était étendu jusqu'à 44 unités astronomiques, et il n'y avait rien au-delà. La formation des planétésimaux s'est arrêtée dans notre système solaire à 44 unités astronomiques. Donc, voilà, en combinant observation et modélisation, on arrive quand même à lire les livres de l'histoire de l'évolution du système solaire et avoir des conclusions assez fortes sur la nature du disque à la fin de la phase d'accrétion proprement dite, ce qui n'était pas
évident au départ. Donc on va faire notre pause de 10 minutes, comme d'habitude, et donc on va suivre les séminaires sur le bombardement cométaire, et la fois prochaine, je vous parlerai de la capture des Troyens des satellites irréguliers, et après d'un autre processus, parce sur lequel je n'ai jamais parlé, j'ai toujours parlé des processus dynamiques, mais je vais vous montrer que aussi les collisions sont importantes et modifient la distribution des tailles des objets. Donc voilà, 10 minutes de pause. Merci.